Allez, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on revient sur cet électrochoc qui touche une partie, je dis bien une partie des professionnels de la finance en cette rentrée. Anne-Catherine Husson-Traoré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice générale de Novetic. On parle évidemment de l'affaire DWS, qui est le premier gérant d'actifs allemand, on pose un peu le décor, qui est accusé d'avoir menti sur sa politique de finance verte. C'est la filiale de la Deutsche Bank qui est visée par des enquêtes aux États-Unis, notamment par la SEC, donc, qui est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers, de l'AMF en France, mais aussi en Allemagne, après une dénonciation de son ancienne responsable, qui n'est pas restée longtemps, du développement durable. Qu'est-ce qu'on reproche à DWS? Est-ce que c'est vraiment grave? Si j'ai bien compris, on lui reproche d'avoir un petit peu enjolivé ces encours ESG. Alors on pourrait dire qu'ils ont fait un peu une gonflette, un peu beaucoup même. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde tend à dire qu'il est plus durable que durable. Concrètement, de plus en plus de gérants d'actifs utilisent de l'analyse sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et la question, évidemment, c'est quelle est la promesse qu'ils font à leurs clients de l'utilisation de cette analyse. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est appliquée de façon qui permet de construire des portefeuilles vraiment différents parce qu'elle joue un rôle important dans leur mode de sélection, ou est-ce que c'est une espèce de filtre généralisé qui est appliqué partout, mais dont on ne sait pas très bien ce que ça produit. Et effectivement, on pourrait parler de repenti de la finance durable avec cet ex-employé qui est quand même allé raconter aux grands journaux économiques américains les mauvaises pratiques de DWS, d'où les enquêtes. Parce qu'aujourd'hui, le risque qu'on a, c'est que si les clients ne peuvent pas faire le tri, ne peuvent pas croire avoir vraiment les produits qu'on leur présente comme des produits durables, crédibles, et bien à ce moment-là, il y a un risque de tromperie. Et puis ça jette l'opprobre. Est-ce que cette affaire jette l'opprobre sur tout le secteur? Alors, nous, en France, on a une spécificité qui est quand même qui est une forme de garantie donnée au client final, c'est d'avoir un label qui est en plus porté par le ministère des Finances, donc c'est un label public qui garantit que les process ont été audités et vérifiés par un tiers externe. Donc on a évidemment beaucoup moins de risques de ce type-là. Aujourd'hui, c'est un peu la jungle, puisque finalement, tout le monde a bien compris que ça marchait très bien, que ça répondait à une demande des clients, que ça permettait effectivement d'investir dans les entreprises en général meilleures que les autres pour une raison très simple, c'est qu'il y a de l'analyse financière traditionnelle et auquel on ajoute une analyse sur le métier, sur les produits, sur les ressources humaines de l'entreprise. Donc par définition, on va choisir les meilleurs. Donc tout ce côté positif est très attractif, sauf que comme tout ça n'est pas normé, que chacun fait sa notation ESG comme il veut et que chacun publie les résultats qu'il veut. Ce qui est intéressant avec l'affaire DWS, c'est que là, ce sont les régulateurs allemands. C'est quand même une mauvaise pub, cette affaire. Ça montre... il faut dire que DWS rejette ces allégations qualifiées d'infondées. On peut lui laisser le bénéfice du doute ou pas? Alors, le problème, c'est que Deutsche Bank est rarement dans les bons élèves de tout ce mouvement de la finance durable. C'est-à-dire qu'effectivement, les usual suspects, dans un sens ou dans un autre, sont toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on va demander beaucoup de crédibilité, beaucoup de cohérence à ceux qui sont engagés dans la finance durable. C'est-à-dire de dire, si j'ai bien compris que le changement climatique a des impacts économiques et financiers, que la perte de biodiversité a des impacts économiques et financiers, et que je les ai quantifiés, que je les ai évalués, que je les ai analysés, forcément, j'ai des portefeuilles un peu différents que les grands indices traditionnels. Donc la controverse du moment qui prend un peu d'ampleur, c'est de se dire, non pas l'ESG, il faut jeter tout parce que ça ne vaut pas le coup, mais en revanche, il faut trier et il faut être capable de montrer des signes extérieurs de crédibilité de l'offre qu'on peut poser, en général parce qu'elle est vérifiée par un tiers externe. Donc quelque part, c'est un avertissement pour l'industrie, cette affaire, encore une fois, ou est-ce que ça peut même faire trembler d'autres asset managers, d'autres gestionnaires d'actifs qui, peut-être beaucoup, on le sait, se font passer pour plus verts, plus vertueux qu'ils ne sont réellement et qui pratiquent ce qu'on appelle, on en parle souvent, c'est tout le problème du greenwashing, quoi. Voilà, c'est effectivement c'est un avertissement sévère pour ceux qui passent un petit vernis rapide, pensant que ça suffira bien, parce que du moment qu'on dit que c'est durable et que le changement climatique c'est grave, ça suffira à vendre un produit. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est vraiment, et pour ça que les régulateurs la prennent au sérieux, c'est-à-dire que c'est bien l'idée qu'il va falloir démontrer ce qu'on affirme, c'est pas du marketing, ça ne peut pas être du marketing, ça doit vraiment être une stratégie de gestion. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais, et donc derrière cette affaire des WS, il y a ce débat qui n'est pas nouveau et qu'on a effleuré rapidement, c'est comment est-ce qu'on mesure l'implication réelle, encore une fois, des gestionnaires d'actifs en matière d'investissement responsable. Encore une fois, au-delà des paroles marketing, comment ça a un impact positif? Alors, et comment on mesure, encore une fois? C'est presque une question politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de dire, est-ce que l'ESG
ce qui est un peu amorcé depuis 2015, ça doit être en fait un élément de transformation du secteur financier qui, du coup, va réallouer massivement ses encours à des entreprises qui sont sur des modèles nouveaux, bas carbone, inclusifs. C'est un peu utopique, ça. Pas demander à... Alors, non. C'est d'autant plus utopique que les marchés vont très bien. Donc leur demander de réinventer un système dont ils sont les premiers bénéficiaires aujourd'hui, ça va être compliqué. Ouais. En revanche, et c'est pour ça qu'il y a toute une industrie de l'ESG qui se développe au sein du secteur financier, qui se porte très bien et qui n'a pas forcément vocation en tant que telle à faire cette transformation. Là où il y a deux sujets qui vont se poser, un, est-ce que les clients ne sont pas demandeurs de quelque chose de plus différenciant ? C'est-à-dire de dire, bon, finalement, j'ai un fonds qui ressemble étrangement au CAC 40 par exemple, mais qui est pondéré un peu différemment. Mais donc... c'est plus possible de dire qu'on a un fonds ESG. C'est de l'ESG aussi. C'est de l'ESG aussi. On a de l'à peu près CAC 40. Vous avez d'ailleurs un CAC 40 ESG. Ah oui. Donc il est sur le marché. Donc ça répond à une demande de ce type de client. Oui, mais avec des valeurs qui sont sorties, avec des valeurs qui ont été sorties, d'autres valeurs qui ont été rentrées. Voilà. Donc là où je veux en venir, c'est que vous avez une clientèle qui veut être quand même dans le marché, on va dire, traditionnel, avec du plus ESG. En revanche, il y a une clientèle qui grossit, qui, elle, se dit « Oula, est-ce que les modèles dominants aujourd'hui sont si résilients à un horizon moyen-long terme ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques qui ne sont pas vus par les entreprises, pas intégrés dans leur modèle et qui vont coûter très très cher ?» Et donc ceux-là, ils veulent des portefeuilles qui soient vraiment sur des entreprises qui sont en train de réinventer leur modèle pour des raisons environnementales, sociales et économiques et financières. Et donc ceux-là, il va falloir faire un ESG beaucoup plus différenciant qui est assez peu disponible aujourd'hui parce qu'il suppose qu'on puisse trouver des entreprises qui, à la fois, par exemple, investissent massivement dans des activités compatibles avec la taxonomie européenne, c'est-à-dire avec un référentiel vert exigeant. Ou ce genre de choses. Est-ce que c'est à l'industrie de s'autodiscipliner ou est-ce que c'est à la réglementation d'aller encore plus loin ou d'aller plus loin ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque société de gestion a sa propre méthodologie, peut appliquer quelque part ou prendre ses largesses ou ses libertés avec une forme de méthodologie. On sait que l'UE a lancé en mars dernier, je ne suis pas un expert, mais un règlement SFDR sur le reporting des fonds qui est censé justement aboutir à une classification peut-être plus normative, mais qui laisse beaucoup de place, c'est ce qu'on dit, à l'interprétation. Voilà, donc est-ce qu'il y a un flou artistique qui bénéficie pour l'instant, en tout cas, à certains poissons qui passent entre les mains du filaire. Pour essayer de résumer les choses, pour l'instant, le SFDR a juste rajouté une couche de complexité puisque c'est de l'autodéclaration et donc tous les gérants ont dit qu'ils étaient articles 8 et 9, ce qui, pour leurs clients de base, n'a aucun sens. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que article 8, c'est de la prise en compte de critères ESG assez large et moins exigeante, et article 9, il faut pouvoir démontrer et donner des indicateurs de performance environnementale et sociale. C'est intéressant, ça. C'est tout à fait intéressant, mais pour l'instant, c'est dans le futur, puisqu'on n'a toujours pas les actes délégués, c'est-à-dire les décrets d'application de cette fameuse réglementation SFDR. Donc pour l'instant, on a de la communication pour dire on est 8, 9, 12, sans que ça soit très compliqué, pas très clair pour le client final. Le vrai sujet, en fait, le seul vrai sujet qui compte, c'est comment les entreprises sont en train de bouger, comment elles sont en train d'entrer dans des modèles bas carbone, etc. Et ce qu'on voit effectivement en ce moment, et c'est pour ça qu'il y a autant de polémiques, c'est que le mouvement amorcé depuis 2015 avait pour vocation, en réallouant les flux financiers, d'obliger ou d'inciter très 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 fortement les entreprises à changer de modèle. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché parce qu'effectivement, l'idée de commencer par la régulation financière sur le reporting, pour inciter les entreprises à changer de stratégie parce qu'elles vont avoir une espèce de démonstration que financièrement, à moyen long terme, c'est plus intéressant, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que peut-être que quelques-unes l'ont comprise, mais le gros des troupes ne l'a pas comprise. Alors comment est-ce qu'on fait pour opérer ce changement copernicien Alors, il y a deux leviers. Il y a la régulation, mais pas sur les financiers, sur les entreprises elles-mêmes, sur tel modèle c'est plus possible, tel modèle c'est plus possible, et pas de la réglementation française parce que ça ne sert à rien, mais au moins européenne, ça c'est une possibilité. Et puis il y a une autre possibilité qui s'appelle la réalité économique. C'est-à-dire que quand vous êtes un industriel de la pêche et que vous n'avez plus rien à pêcher, forcément votre modèle économique est impacté. Quand vous êtes dans des infrastructures qui sont submergées par les inondations violentes qu'on a pu voir tout cet été, quand vous avez, ça c'est un principe de réalité qui s'impose à votre modèle économique. Et là, votre modélisation sur 5 ans, elle est impactée méchamment. Donc c'est ça qui va se passer et qui va être beaucoup plus décisif finalement que ce levier financier qui est important, qui permet d'emmener les financiers dans ce mouvement de transition vers une économie bas carbone, mais qui n'est pas déterminant pour transformer les modèles économiques des entreprises. Et ça, c'est un problème. Dernière question. Est-ce qu'il y aura, selon vous ou pas d'ailleurs, un avant et un après
cette affaire DWS pour la finance verte? Alors, c'est certainement dans la mesure où... C'est comme un coup de massue, hein, cette histoire. Alors, c'est quand même un coup de massue, puis surtout les régulateurs s'en mêlent. Alors, nous, l'AMF, enfin en France, l'AMF a publié sa doctrine en mars 2020, qui permet effectivement d'avoir des repères pour... ça, c'est de la finance durable sérieuse, et ça ne l'est pas. Mais dans les deux cas, allemand et américain, on est au début de l'émergence, de l'arrivée des régulateurs dans ce domaine-là. Donc il y a un avant et un après, mais surtout ça a été accompagné dans la même période d'un certain nombre de déclarations, de repentis aussi, qui essaient d'expliquer qu'en fait, aujourd'hui, ils ont fait de la finance durable telle qu'elle l'est aujourd'hui, c'est-à-dire de l'analyse ESG++, mais ça finance un scénario business as usual amélioré. Or, l'urgence climatique et toutes les autres font qu'effectivement, il faudrait faire plus, mieux. Il faudrait accélérer la transformation. Et donc, c'est là où on est à ce moment un peu bizarre, qui va être compliqué pour les uns et les autres. Mais effectivement, il va falloir bouger et vite. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde est plutôt debout sur le flanc en se disant « Attendez, on vient de prendre la crise du Covid et on ne sait pas très bien dans quel monde on vit. » Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ce mouvement pour accélérer vers une transition bas carbone. Allez, ça vaut le coup d'écouter Anne-Catherine Husson-Traoré. Merci d'être passée nous voir, directrice générale de Novetic. Merci. Et ça vaut le coup. On revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.